Hello, je suis Marie-Estride, consultante sensorielle, et je pars à la rencontre de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de changer de vie et de se consacrer à un métier sensoriel. Que ce soit à travers le goût, le toucher, la vue, l'ouïe ou l'odorat, toutes ces personnes partagent une envie commune, celle de la transmission et de la reconnexion à ce que nous sommes vraiment. Partez à la rencontre de ces destins qui ont du sens et de ces passions devenues métiers. N'hésitez pas à partager ce podcast à toutes les personnes qui doutent et qui hésitent à se lancer dans leur projet de cœur. Artisans, le podcast qui vous montre une autre voie. Artisans. 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 Aujourd'hui, je reçois Maude. Maude, c'est cette voix envoûtante que vous venez d'entendre sur le jingle. Maude, c'est cet être qui vous chamboule par son humanité et sa sensibilité. Cette femme est médecin gériatre, mais pas que. Enfin, je dirais plutôt qu'elle est artiste et un peu médecin. Partez à la rencontre de cette femme aux multiples costumes qui a décidé d'écrire sa propre mélodie à l'aube de ses 40 printemps. Bonne écoute! Bonjour Maude! Bonjour. Tu vas bien? Ça va. Je suis un peu fatiguée, mais ça va très bien. Ouais, tu te sens fatiguée aujourd'hui, c'est ça? Ouais, je fais beaucoup de choses, mais c'est la vie. Voilà. Donc, non, très heureuse. Heureuse, mais fatiguée. Voilà comment je me sens. Ouais, mais c'est une bonne météo intérieure. Bon, bah du coup, tu es fatiguée, tu fais plein de choses. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Déjà, peut-être commencer par te présenter de la manière dont tu le souhaites, soit sous forme de portrait chinois, soit sous forme de CV classique. C'est toi qui choisis. Bah, je vais faire ni l'un ni l'autre. En fait, pendant longtemps, je me suis présentée comme un bonsaï. Ok, Et puis après, je me suis présentée comme une schizophrène. Et enfin, j'ai fini par dire que je suis artiste. c'est un mélange des Voilà. deux. Donc, en fait, voilà, je suis gériatre de formation, donc médecin spécialisé dans la prise en charge de la personne âgée. Mais en fait, depuis toujours, je suis artiste. J'ai commencé par l'écriture et puis très vite la musique. Et puis, la vie a mis sur ma route de nombreuses personnes sombres, mais il a suffi d'une seule lumineuse pour me libérer et pour arriver là où je suis maintenant. Donc voilà, actuellement, je suis médecin coordonnateur de maison de retraite et à côté de ça, je suis auteur, compositeur, interprète et je monte mon premier spectacle. Voilà, je joue dans des groupes de musique, dans des pièces de théâtre et je suis voilà où j'en suis actuellement. Ok. J'ai une, j'ai une première pensée. Comment tu fais pour tout faire dans ton agenda, dans une journée? Parce que bon, les multiples Eh casquettes, ben, on les connaît. C'est pas forcément celle-ci pour moi ou pour d'autres personnes. Comment fais-tu pour gérer justement? eh ben, ça m'a pris du temps. C'est-à-dire que ça s'est pas fait facilement et ça s'est pas fait en une fois. Il y a plusieurs étapes, hein. C'est depuis 2018 à peu près que je m'autorise tout ça. Maintenant, je me rends compte que ça me demande énormément d'énergie cérébrale. Mhm. C'est comme si j'avais plein de compartiments dans la tête, en fait, et que tout cela, il faut que je les range au bon endroit parce que sinon, ça va se mélanger et que ça va faire n'importe quoi. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie et je sens un peu de stress, hein, mais du coup, dans une journée, je peux faire 4 choses différentes, c'est-à-dire travailler sur la technique du violoncelle, me poser pour créer ou poser des voix sur une track, sur une piste musicale qu'on m'a envoyée, puis me connecter une demi-heure sur les dossiers médicaux et puis travailler dessus, répondre à un appel. Ensuite, retourner sur le piano pour faire des harmonies à plusieurs voix sur un spectacle, puis me poser ensuite pour réfléchir à qu'est-ce que je pourrais changer sur le mien de spectacle, pas sur l'autre. Et puis ensuite aller prendre la voiture pour aller faire mon coach vocal à la clinique Bonneveine. Enfin, voilà. Donc c'est très... J'optimise à mort mon temps, D'accord. mais je rêve quand même
de pouvoir être plus calme. Et justement, Mais ça oui, viendra. justement, est-ce que tu arrives à t'octroyer des moments, alors peut-être pas par jour, mais des rendez-vous qu'avec toi, où justement tu n'es pas là pour créer, c'est vraiment un temps, je débranche le cerveau, je range mes petits meubles et mes petits compartiments. Terminares les gars, laissez-moi tranquille. Et est-ce que tu as ces temps de ressources pour toi? Alors, je les prends, mais quand je les prends, c'est parce que, en fait, c'est si je fais pas ça, je vais devenir agressive. D'accord. C'est Donc dangereux. c'est la fin du bout, quoi. Non, en fait, j'arrive pas, je les impose, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, ça non, ils s'imposent à Mmh. moi. C'est-à-dire qu'ils s'imposent à moi. Parce que, bah, pendant longtemps, je me suis pas écoutée, donc je continue à lutter pour essayer justement d'éviter d'arriver à ça. Parce que j'ai tellement d'énergie à donner, j'ai tellement envie de faire de choses, j'ai tellement envie de vivre que c'est parfois compliqué de me dire: «En fait, juste tu vas t'asseoir, tu vas regarder par la fenêtre, tu vas te prendre une boisson chaude et ça va être tellement bien». Parce que quand je le fais, c'est super bien. Mais voilà, plus ça va, plus j'arrive à le faire juste avant d'impacter le mur. Ouais, mais Mais ça donnait vachement envie, il là, a ton fallu du image. temps quand même, hein. Ça donnait vachement envie d'être derrière ta fenêtre Ouais, et de un peu vite, regarder le jardin. ouais. Et t'en as Ah, puis en parlé, plus, on a une superbe baie heu, vitrée exposée, trop ouais, beau, mais t'en quoi. as parlé, Vraiment, avec des étoiles dans les yeux, hein, je te remercie. je sais. Non, ça arrive parfois, c'est rare. Parce que aussi, j'ai du mal à m'autoriser ces moments-là parce que, comme je te dis, ça fait depuis 2018 seulement que j'ai cette possibilité. On m'a rendu à moi-même, hein, j'aime le dire, et c'est très beau. Par amour, on m'a rendu à moi-même. Et ça, c'est magnifique. Mmh. Et depuis 2018, je me rends compte que j'ai envie de faire tout ça et que je peux le faire maintenant. Donc, bah, je lâche rien, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut pas que je m'oublie au milieu, tu as raison. Bah, ça viendra dans une 2e étape d'équilibre, mais justement, tu fais, souvent référence à cette date de 2018. Hem, Qu'est-ce qui a changé dans ta posture, l'avant-après? À quel moment tu t'es autorisée à être ce que tu avais envie d'être vraiment ou à laisser parler cet espace de créativité? Et en fait, sur mon histoire, en fait, c'est que j'ai toujours été ça. C'est-à-dire que c'est pas à quel moment tu as su que c'est ce que tu voulais faire. En fait, c'est ce que je suis. C'est ce que j'ai toujours été. Sauf que dans ma famille, on ne pouvait pas dire non. C'était très compliqué de dire non. On est 6 enfants et c'est le dernier qui a été le premier à dire non D'accord. sur son parcours scolaire. Voilà. Ma mère lui a dit: «Tu vas faire chirurgien». Il a dit: «Non, je veux faire du droit». Donc, dire non, c'était compliqué. Puis ensuite, bah, je suis restée une gentille fille, donc j'ai pas dit non. Parce que de toute façon, je voyais pas bien quel intérêt j'avais à dire autre chose que oui, et puis de suivre ce qu'on me disait de faire. Et en 2018, en fait, on m'a dit que bah, j'étais libre, en fait. Et je souffrais tellement, c'était vraiment, j'étais arrivée au bout de moi-même. Et ce 2018, là, si important, on m'a dit non, tu es seule responsable de ta vie. C'est toi qui décides. Et en plus, c'est ce que tu es. Tu es une artiste. Donc fais-le, sois-le. Et ça m'a vraiment, vraiment choquée. Donc ça n'a pas été du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'en ai passé des heures assises sur mon canapé à me dire mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est complètement ridicule de vouloir côtoyer des gens qui font ça depuis qu'ils sont jeunes, qui ont un réseau énorme, qui sont bien plus doués que toi. Hein. Qu'est-ce que tu fais? Donc je me suis beaucoup, beaucoup mis moi-même d'énormes poids sur les épaules et je me suis bien attachée par terre en me disant que j'y arriverais jamais. Et puis à côté, il y avait un petit homme lumineux, magnifique, plein d'amour, qui me disait: «T'as besoin de quoi? Tiens, tu veux ça? Tiens, bah regarde, tiens, bah tu veux créer sur ordinateur? Bah tiens, je vais te réparer cet ordinateur-là. Tiens, tu besoin des logiciels pour ça? Bah tiens, regarde, je vais te le trouver. Et puis tu veux un clavier pour composer? Bah tiens, regarde, il est là». Ouais. OK. Il t'ouvrait la porte de ta cage, en Et fait. donc, ben, donc tout doucement, ça s'est fait vraiment, je dirais sur 2 ans, D'accord. cette transition-là. Un pied après l'autre, Mmh. c'était lourd, c'était lent. Et puis, quand je me suis retournée, j'ai fait: «Ah, j'ai fait ça, juste quand même». Et puis, petit à petit, c'est le regard de mes pères aussi qui a fait que je me suis rendu compte que oui, j'avais ma place. Mais ça a pas été de suite, quoi. Et donc maintenant, j'arrive à peu près
à me dire que ouais, peut-être que j'ai quelque chose à dire et à donner. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si j'ai un immense plaisir à créer, à le partager, à monter sur scène, à chanter pour les gens, à raconter des histoires. J'ai énormément de plaisir à faire ça. Et je vois que j'en donne aussi. Donc, ça a d'abord été le regard de mes pairs, parce que j'avais besoin de cette validation pro. Mhm. Et maintenant, c'est un vrai plaisir aussi de voir les gens revenir vers moi et me dire c'est chouette, ça m'a touché, ça m'a. Enfin, voilà, parce que moi, c'est mon seul et unique but, en fait. Ouais, c'est transmettre ta passion, ton amour pour la musique déjà, et la transmettre à tous, ou de, Ouais, de faire entrer les gens dans ton univers. Quelle est ta démarche quand tu montes sur scène? c'est la justification de mon existence. Euh, En fait, quand je monte sur scène, j'existe. Mhm. Et en fait, je veux juste qu'on vibre tous ensemble. Je veux juste ça. Je veux juste qu'on oublie qu'on est uniquement des animaux. Je veux qu'on s'envole ensemble, en fait. Et qu'on se rende compte à quel point on est beau quand on est là-haut ensemble. Tu vas pleurer. Euh, ah, Ouais, je suis limite là. Non, mais c'est vrai, c'est mm, beau. Être plus qu'un être humain ensemble. Oublier tout. Il y a tout qui disparaît à ce mm, moment-là. Et ça, c'est magique. l'humanité. Mm. Mm. Et justement, la musique, tu faisais référence à ta famille tout à l'heure. Euh, Comment la musique, elle s'est invitée dans ta vie depuis petite? Est-ce que c'est tes frères qui écoutaient de la musique, tes parents, tes grands-parents peut-être qui ont insufflé ça aussi dans ta culture familiale? Ou c'est toi qui l'as découverte toute seule? Le côté de chanter, est-ce que tu chantais Non. déjà, j'allais dire, dans ta chambre, en révisant tes cours? Non, en fait, je suis pas quelqu'un qui chante sous la D'accord. douche. J'ai jamais été comme ça, en fait. Et donc, je suis pas une chanteuse. C'est ce que j'essaye de le devenir. Mais ça n'est qu'un média D'accord. parmi D'expression, d'autres. ouais. En fait, Mm. j'avais besoin de sortir de moi-même. Et comment la musique est venue, ben, ma maman vient d'une famille aisée qui, pour qui une femme devait savoir faire plein de choses. Voilà. Donc elle faisait du piano et donc elle m'a orientée vers le piano et comme elle avait des envies d'excellence, elle m'a mise au conservatoire. Donc j'ai fait le conservatoire à 6 ans et j'ai fait 10 ans de piano et 11 ans de solfège au conservatoire. D'accord. Mais même si le piano n'est pas l'instrument vers lequel je serais allée, puisque maintenant je me suis tournée vers le violoncelle plutôt, donc je prends des cours de violoncelle pour essayer d'arriver à sortir, comme je dis toujours, autre chose que des bruits de chat qui meurent. Mais j'y arrive petit à petit. Et ben, heureusement qu'il y a eu le piano, heureusement qu'il y a eu cet apprentissage, même s'il était spartiate de la musique. Parce que quand ça allait pas, je me mettais sur le piano et je jouais. Mhm. Et il m'a accompagnée. Ce piano, il a été une première façon de m'échapper. Rapidement, vers 10 ans, quand j'ai commencé à pouvoir écrire, j'ai écrit des poèmes, j'ai écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de poèmes sur la vieille machine à écrire de mon grand-père. Je me rappelle, les lettres, elles se coinçaient tout le temps, il fallait que j'aille mettre les mains. Je ressortais avec les doigts rouges et noirs. Voilà. Et donc, j'ai écrit aussi vite. Et puis, ben, mon petit frère, qui est celui qui est juste en dessous de moi, François, il a aussi beaucoup de sensibilité et il s'est mis à jouer de la guitare. À un moment, il a voulu jouer de la guitare. Et du coup, ensemble, rapidement, ben, on a dit, ouais, allez, on fait de la musique ensemble, j'écris des paroles, on fait un groupe. Et donc, on a monté notre premier groupe avec le petit dernier qui s'est dit, moi, je vais faire de la batterie. Et hop, du coup, on était trois et on a fait du bruit dans le garage pendant longtemps. Et c'était très cool. Mais en tout cas, mes parents ne sont pas musiciens. Ma mère, elle a fait des enfants très très jeunes. Et bon, elle avait appris un peu le piano. Et mon père, il aime écouter de la musique, mais il me l'a partagé après. C'est-à-dire qu'avant, j'avais pas le droit d'écouter trop de musique autre que du classique. On ne regardait pas la télé, ou alors que dans des occasions particulières. Enfin, c'était un peu... Voilà, on a été élevés de manière un peu spartiate. Mais ça m'a appris une certaine Mhm. discipline. Et donc, tout ça, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que ça a donné un cadre à ma sensibilité, on va dire ça, peut-être. Je sais Ouais, pas. la liberté cadrée.
Ah, la structure aussi, comme tu disais, le côté spartiate, structuré, dur, parce que faut pas peser les mots, on peut-être aussi t'ont renvoyé aussi à un univers intérieur de créativité, un échappatoire. Tu le disais tout à l'heure, c'était ton moyen d'être libre, d'arriver sur ton piano ou dans le garage avec tes frères. Il y a eu cette première porte. Moi, souvent, cette image-là, parce qu'on se connaît au-delà du podcast, nous sommes amis, mais j'ai toujours cette image que je n'ai plus du tout aujourd'hui, pardon, mais de l'oiseau en cage. Quand je t'ai rencontré, c'était le cas. Qui n'est plus du tout parce que la cage, elle n'existe plus, ou du moins, elle est complètement explosée. Il y a plus de toit, il y a plus tout ça. Mais voilà, Mm, je c'est pense vrai. qu'au fur et à mesure, cette cage-là, elle s'est dissoute au fur et à mesure de ta croissance d'artiste, plutôt. Mm. Et ta découverte, il y avait ça aussi, que tu l'as toujours été, tu l'es pleinement, mais tu le vois enfin. Il y a ça aussi. En 2018, c'est comme si tu avais chaussé les bonnes lunettes, quoi. Je sais pas si ça se dit, si on avait mis les bonnes lunettes. Mais Ouais, oui, oui, j'aime bien l'expression des lunettes pour voir la vie, parce que souvent, quand on voit la vie en noir, on dit bah, enlève-les, les lunettes noires, tu vas voir, il n'y a pas que du noir en hmm. fait. Mets un peu des lunettes roses avec des cœurs, comme ça, tu vas voir, ça va bien se passer. Non, c'est vrai, le regard qu'on pose sur les choses, et c'est un peu, je sais pas comment on dit, la loi de l'attraction, enfin, en tout cas, le regard qu'on pose sur les choses, il façonne aussi le monde dans lequel on vit. Donc, c'est important, il fallait que je sorte du noir. Il fallait que je sorte du noir. Mais voilà, c'est bien. La musique était un des médias, l'écriture aussi. Si j'avais pu, j'aurais dansé aussi. Je pense, j'ai des projets de peinture. Enfin voilà, c'est pour ça que. Et j'ai beaucoup, beaucoup lu aussi. Ce que je dis pas, c'est que j'ai énormément lu quand j'étais petite. Je dévorais les bouquins. On allait à la bibliothèque, ça c'était très chouette d'avoir cet accès. Et du coup, j'avais beaucoup, beaucoup de Ah livres. oui, quel genre de livre tu aimais ou tu aimes? Alors, j'ai commencé par des espèces, enfin, la Comtesse de Ségur, tu vois, les Malheurs de Sophie, tout ça, les Voyages de Gulliver. Et puis après, j'ai lu tous les livres qui me tombaient sous la main de la collection. Tu sais, il y avait des petits nuages verts et blancs, là. Je sais pas, il y avait une collection comme ça où j'ai tout, Il y avait tout le ce qui. Club des 5, mais c'était peut-être pas des petits nuages. Non, c'était pas ça. C'était une collection particulière. Et j'ai aussi lu une partie du dictionnaire. J'ai lu, on avait des livres sur la mythologie grecque. Je trouvais ça magnifique, ces histoires de Hmm. dieux, qu'il y avait un dieu pour tout. Ils avaient des noms tellement beaux. Et il y avait aussi des livres sur la peinture. Et j'ai adoré. C'était un grand livre avec des reproductions de Jérôme Bosch, de Dali. Et moi, je me perdais des heures parce que je trouvais ça magnifique et complètement fascinant, quoi. Donc voilà, j'ai lu un peu de tout. Et puis bah, bien sûr les classiques pour l'école, mais c'est pas ça qui m'a fait le plus rêver en fait. Et puis bah, bien sûr j'ai lu, j'ai relu et re-relu et re-relu Les Fleurs du Mal de Baudelaire Hmm. et aussi Rimbaud, parce que voilà, il y a des poètes quand même qui sont Apollinaire, c'est pas mal aussi. incroyables. Ouais, aussi, c'est vrai. Mais ouais, moi j'ai ma période aussi très poème et ma grande sœur me les découpait parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur internet avant. Elle me les Hmm. découpait et me les transmettait ouais, très jeune aussi, ouais, la poésie. C'est un super refuge et il y a des très beaux auteurs. Bon, il y a eu beaucoup d'hommes, hein. Je n'ai pas beaucoup découvert de poétesses. Oui, des femmes. Mais ouais, c'est des beaux refuges, les livres, et c'est rigolo, ça revient souvent là dans les podcasts, ce refuge dans la culture Hmm. qui est accessible. Celle-ci, elle est accessible, comme tu le disais très justement. Il y a des médiathèques, des bibliothèques, et ça permet de laisser libre cours à son imagination, à se créer un monde aussi, et puis bien sûr à apprendre et à se cultiver, mais pas que, à voyager. Et ouais, donc tu es vraiment une artiste avec une énorme palette de médias. Je les maîtrise pas tous, hein, mais en tout cas, j'ai envie de mettre les mains dedans, quoi. Voilà. Parce que je vois pas, j'ai envie d'exprimer ça comme ça, comme ça. Enfin, Hmm. voilà, ça part dans tous les sens. Et encore, voilà, je pense que j'ai pas fini et que plus ça va aller, et moins je serai docteur et plus je serai complètement n'importe quoi. Mais j'ai très très envie d'être ce n'importe quoi, en fait. Voilà. Mais c'est bon, c'est un Oui, tout chemin. à fait. Et justement, sur ce chemin, tu as rencontré des peurs récurrentes, des doutes. Enfin, quelles ont été à chaque fois euh, ces petites phrases qui t'ont potentiellement freiné
Et est-ce que tu as des remèdes, des conseils à nous donner, justement, pour apprendre à les surfer? Oui, je dirais que déjà ce qui m'a aidée, enfin j'ai eu des peurs, j'ai eu des doutes bien entendu, je n'étais que ça. Je n'étais qu'une énorme angoisse, et j'avais aucune confiance en moi. C'est l'amour qui m'a aidée, qui m'a sortie de ça. Donc qu'est-ce qui m'a aidée à dépasser mes doutes et mes peurs? C'est l'amour, Oui, mais d'abord. l'amour de l'autre ou L'amour d'une ouais, voilà, personne. l'amour de l'autre ou l'amour Non, de toi? l'amour d'une OK, personne. L'amour d'une personne pour moi. d'accord. Le vrai amour, l'amour véritable, qui rend à soi-même, qui n'exige rien, et juste qui accompagne. Donc d'abord l'amour. Ensuite, bien entendu, moi j'ai toujours aimé les gens. Je croyais que j'étais misanthrope avant, mais c'est parce que j'avais très très peur qu'ils me fassent du mal. J'avais très très peur d'eux. Mais l'amour donc, porté par un regard qui était sincère et qui était beau, d'une personne que j'admire. Et puis ensuite, effectivement, ce qui m'a aidé à dépasser mes doutes et mes peurs, ça a été des retours, donc comme j'expliquais, de mes pairs, des gens, des artistes, des gens que j'admirais aussi et qui m'ont dit: «Non, mais c'est bien ce que tu fais, moi j'ai envie de travailler avec toi». Ah bon, mais pourquoi moi? Je suis rien moi. Et en fait, j'ai compris petit à petit qu'effectivement j'avais des univers à partager, que j'avais, une envie de les partager et que du coup ça, eh ben, ça pouvait faire mieux que tous les super techniciens comme ceux qui passent à The Voice, qui ont des voix, mais mon Dieu, mais jamais de la vie j'aurais une voix comme ça. Ils sont incroyables. Sauf que parfois, ben, la technique, juste la technique, eh ben, ça fait pas passer Mmh. grand-chose. Donc je me suis rendu compte que j'avais ça aussi probablement à donner. Et donc mes conseils, puisque maintenant je pense que je peux donner deux trois conseils. Le premier, c'est la persévérance. C'est la persévérance. Il faut s'accrocher, il faut être un vrai pitbull, quoi. On Rien avance et on lâcher, n'écoute pas les autres. rien lâ Persévérance. Croire en ce qu'on fait et le faire avec amour, le faire avec plaisir. Ne pas attendre à avoir la reconnaissance des autres. Non, je crois en ce que je fais. Et ça m'arrache la bouche de le dire parce que je voulais tellement que tous les gens regardent et disent: «Ah, c'est bien ce que Ouais. tu fais, oui, oui, oui». Heu, non, 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 en fait, maintenant et je me rends compte et après, pour certains, c'est tellement naturel. Il y a des gens, ils vont faire leur truc. Mais je pense que ces gens-là, ils vont pas être au point de reconversion comme nous, parfois, on est arrivés. Ces gens-là, ils font ça depuis toujours et ils ont toujours fait ça. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression qu'il y en a, ils sont portés par leur objectif et il y a rien qui les arrêtera. Et je suis vachement admirative parce que j'ai toujours été dans cette espèce de gros, gros doute. Mais en tout cas, c'est ce qu'Olivier m'a dit, mon futur mari, qu'il fallait faire les choses avec plaisir, juste Mmh. faire et les faire avec plaisir. Avec le Donc, cœur. je rajouterais croire en ce Mmh. qu'on fait et le faire, voilà, avec amour, avec le cœur. Mmh. Et la dernière chose, c'est le faire bien, D'accord, donc travailler. d'accord. Donc, pas croire qu'on va le faire à moitié ou non, le faire bien et se donner les moyens. Et se donner les moyens, bah, c'est travailler. C'est travailler la technique aussi, malheureusement. Donc, il n'y a pas que, Le on va frisson. dire, ce qu'on a à donner, il Mmh. y a aussi la technique. Parce que c'est comme un rayon laser, quoi. Il est canalisé, en fait. On parlait justement de canaliser, de cadrer la liberté. Si ça part dans tous les sens, si c'est à moitié, si c'est en dilettante, en fait, on se rend compte que le message, ou en tout cas l'efficacité de ce qu'on va avoir à transmettre, elle va être diluée ou elle va être. Alors que si on est exactement là où il faut, on va découper les gens en deux, en fait. Et c'est le but, parce que à ce moment-là, lorsqu'ils vont sortir d'eux-mêmes, eh ben, on va leur offrir quelque chose de. C'est peut-être un peu proche du divin, enfin, je sais pas comment dire, mais c'est une expérience qui est magnifique De de transcendance? se laisser dépasser par tout ça, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Mmh. Tout à Voilà. fait, mais le travail de toute façon, il y a pas de secret, hein, et puis on est toujours, on est là, on a une vie pour apprendre et à poser les bases. Parce que souvent, moi, je prends la métaphore de la maison. Si les bases, elles sont pas, enfin, j'allais dire, elles sont de mauvaise qualité, bah, ta maison, elle tiendra pas dans le temps. Elle va être très belle, elle va passer, quelques instants merveilleux, mais dès la moindre tempête, le moindre coup de vent et ben, ta maison, elle est plus là. Donc vraiment un Mmh. travail, sur les bases, de l'activité, que ce soit une activité de cœur ou pas d'ailleurs et le travail, la persévérance et c'est vrai que souvent, hem,
pour plein de raisons, on a tendance à s'essouffler parfois. Il faut pas que ça soit constant, mais quand il y a des doutes, quand il y a des peurs, on va arrêter d'être dans cette mouvance parce que notre cerveau va dire attends, mais idée, tu fais quoi là on n'est pas en sécurité, on n'est pas en sécurité. Warning, arrête un petit peu. Mm. Surtout quand on choisit un projet comme ça, un projet passion, un projet de cœur que tu as dans les tripes depuis tant d'années. La persévérance, c'est costaud. Je pense que tu as bien fait, enfin, je n'ai pas à le juger, mais en numéro 1, parce que c'est souvent ce qui peut pêcher pour les gens qui souhaitent se reconvertir, c'est d'abandonner au Ouais. moins de coups de vent, quoi. Et puis, il y a toujours, moi, j'ai toujours eu ce truc de oh là là, mais tu te rends compte, t'as 40 ans, mais c'est trop tard, arrête un peu. Enfin, le c'est trop tard, et du coup, parce qu'il faut du temps quand même. Justement, ce que je dis, là, ça fait du coup donc 5 ans à peu près que je suis là-dedans, et en fait, il faut du temps. Et donc, quand on voit ce temps s'écouler, et que parfois, ben oui, il faut du temps aussi à ne rien faire, comme tu disais, et qu'on se dise, mais c'est pas possible, je peux pas laisser ce temps passer là, fais quelque chose, et du coup, on culpabilise de pas aller assez vite. Enfin, voilà, donc c'est c'est difficile ce chemin, mais il est beau parce qu'il est vers soi, et qu'il est juste indispensable. Et justement, que dirais-tu à la mode d'autrefois? La petite mode, peut-être. Ben, rendez-vous dans 40 ans. Tu l'auras ta liberté, ma belle. Ça va aller. Tout va bien aller. Est-ce que tu aurais une Madeleine de Proust par hasard? Quelque chose qui te fait du bien, ou un Mhm. plat, quelque chose qui se mange, qui s'écoute, qui se voit, qui se touche. Tu sais quoi, j'ai préparé. Alors, c'était pas compliqué, mais je me suis dit pour Marie-Astrid, parce que c'est une magnifique flamme sensorielle, je vais lui faire mes madeleines de Proust du goût, du toucher, de l'odeur, du son et de la vue. Super, vas-y, je t'écoute. Donc, le goût, eh ben, c'est la charlotte aux framboises que faisait ma maman. Je pouvais en manger, sans mentir, une en entier. C'était monstrueusement bon. Donc voilà, sa charlotte aux framboises, elle est juste inimitable et incroyable. Voilà. Donc ça, c'est pour le goût. Le toucher, c'est les pieds nus dans l'herbe du jardin. D'accord. Voilà. On avait un jardin avec des arbres fruitiers, et j'aimais beaucoup ouais, les pieds nus dans l'herbe. Je viens de la campagne, donc ça, c'est important. L'odeur, il y en a deux, ma foi. Il y a l'odeur d'écurie, parce que j'ai monté à cheval aussi pendant 7 ans. J'ai beaucoup aimé ce monde-là. Maintenant, j'ai plus envie, mais l'odeur de l'écurie, c'est quand même très fort. Et ça me rappelle tous ces moments où, justement, sur le cheval, j'étais libre et je volais un peu. Enfin, c'était chouette. L'autre odeur, c'est les feuilles mortes qu'on brûlait aussi en automne. Ah ouais. Ouais. Le son, c'est la vieille maison qui craque. Ah ouais. Alors moi, je Plancher flippe. en bois qui craque. Ouais. Eh ben non, moi j'adore. J'adore parce que ma maison, c'était une vieille maison et elle craquait beaucoup. D'accord. Et la vue, c'est les collines de Bourgogne, pleines de vignes. Voilà. Ça, c'est aussi quand je suis là-bas, parce que j'ai un frère qui a une maison de campagne là-bas, quand j'y vais, je suis chez moi. C'est drôle parce que Marseille, c'est ma ville, puisque maintenant j'habite à Marseille. Vraiment, Marseille, c'est ma ville. La Provence, c'est ma région. J'ai besoin de cette lumière, j'ai besoin de ce bleu, j'ai besoin de ce vent. Mais ma Madeleine de Proust visuelle, c'est les collines de Bourgogne avec les vignes et le vin, bien sûr, qui nous a rapprochés d'ailleurs. Tout C'est comme à ça fait. qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Mais oui, les collines de Bourgogne, alors plutôt à quelle saison? Ah bah quand la vigne est verte, quand il y Ah a les oui, feuilles, d'accord. enfin, Ok. voilà. Donc ouais, plutôt parce qu'il me faut de la lumière. Mais c'est vrai que l'automne parfois montre des très très beaux paysages. Donc on va dire, allez, septembre, juste avant les vendanges, quand il y a des ciels bleu marine avec cette espèce de début de fraîcheur, mais voilà, et les feuilles qui sont encore vertes. Ouais. Putain, il est un peu tôt là. Faut qu'on se fasse un petit voyage d'œnologie.
Est-ce que tu as une phrase qui a guidé qui a guidé ta vie, j'allais dire, alors, un bout de ta vie, qui t'a donné du courage, une phrase soit que tu as pu lire ou quelqu'un qui te l'a dite, que tu aimerais nous partager? Alors, là, tu me prends pas, enfin, je sais pas au dépourvu, mais j'ai cette phrase, mais elle m'a pas accompagnée. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui m'a accompagnée? Ce qui m'a accompagnée, c'était l'amour de mes frères. Voilà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé mes frères et je me disais que j'étais pas toute seule et que j'allais, que voilà, j'étais pas une, j'étais 6. Et puis après, j'ai découvert qu'on était 6 individualités. Mais c'est autre chose. Non, la phrase qui est très belle, c'est l'affiche. Parce que j'ai une belle-sœur qui est congolaise et qui crée un festival qui met en valeur toutes les beautés de l'Afrique. Et je suis très admirative de cette personne. Et sur une affiche de son festival qui s'appelle Afrikanzori, elle a marqué: je ne suis pas ce que j'ai vécu, je suis ce que je décide d'être. Enfin, un truc Ah, comme c'est ça. beau. Hein. Je l'ai pas là parce que. Mais voilà, c'est ok, j'ai été, mais en fait, c'est moi qui décide maintenant ce que je suis. Et je trouve que ça, c'est très inspirant. Et en fait, ça fait du bien parce que peu importe d'où on vient, qui on est, ce qu'on a vécu, etc., en fait, on est libre à partir du moment où on regarde devant. Le passé, c'est quelque chose qu'il faut garder en soi comme une histoire. C'est un livre, c'est une histoire. Elle est posée là. En aucun cas, on le porte sur soi comme un habit. C'est un livre dans une bibliothèque. Ah, c'est joli comme image. Par contre, nous, on est capable de vivre dans cet univers qu'on peut même créer au fur et à mesure. C'est comme si on projetait en fait de la peinture, de la matière. On avance et on crée notre monde au fur et à mesure. Comme un décor que tu crées au fur et à mesure. Et souvent, moi, je prends cette image-là et qui est vraiment, qui étaye vraiment ce que tu viens de dire, c'est l'image du pare-brise et du rétroviseur. Vraiment de dire le passé, le miroir du rétroviseur, il est tout petit pour regarder en arrière, alors que pour l'avenir, c'est le pare-brise et tu as un champ, une vision qui est énorme. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est prendre conscience de cette liberté. Et la liberté qui fait vraiment peur, hein, mais qui est belle. Ouais. Merci beaucoup, Maud, pour ces échanges, pour ta sincérité, pour cette émotion aussi que tu nous as donnée. Merci beaucoup. De rien, merci de m'avoir Mais je invitée. t'en prie, avec grand plaisir. Et c'est un honneur pour moi. Il faut savoir que pour les gens qui nous écoutent, c'est Maud qui a composé le jingle du podcast. Et ça a été, pour moi, c'était très important qu'elle soit à la construction de ce nouveau média basé sur la voix. Ça a été un très grand plaisir de le faire. J'ai vraiment kiffé. Donc, j'espère que ce podcast vous aura donné envie de suivre vos rêves, de vous faire confiance et de transmettre à votre tour votre passion. N'hésitez pas à noter ce podcast et surtout à le partager. Et je vous souhaite une très très belle journée à tous. Et merci encore, Maud. De rien. Au revoir. Au revoir.